ce Quesaco numéro 8. Je suis Louise Daché, je suis cofondatrice de la société Oriana et aujourd'hui, je suis accompagnée de Clémentine Laccueil, biostatisticienne chez Oriana. Ce Quesaco numéro 8 fait suite au précédent qui a eu lieu au mois de mars sur une introduction aux méthodes bayésiennes et aujourd'hui, nous allons voir quelques applications de ces méthodes en recherche clinique. Alors pour commencer, Clémentine, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de la session précédente? Avec plaisir. Donc déjà, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu la session précédente à aller revoir sur notre chaîne YouTube le Quesaco numéro 7. Donc, petit rappel du principe du bayésien. Donc, le bayésien, qu'est-ce que c'est? Donc, on a des connaissances a priori, plus ou moins précises. On a des données expérimentales qui suivent un modèle de fonctionnement. On va intégrer le tout dans une formule de Bayes. Et ça va nous permettre de mettre à jour les connaissances a priori et on va obtenir du coup une distribution a posteriori qui sera beaucoup plus précise. À partir de cette distribution a posteriori, on va pouvoir répondre à plusieurs questions. On va pouvoir décrire graphiquement les connaissances, on va aussi pouvoir fournir une estimation ponctuelle ou bien un intervalle de crédibilité. On va aussi pouvoir estimer des distributions prédictives ou bien des probabilités. Louise vous montrera plusieurs exemples par la suite. Donc, quels sont les avantages du bayésien? Ça va permettre une interprétation naturelle. On va pouvoir calculer la probabilité de H1, à savoir par exemple la probabilité d'un traitement d'être efficace ou bien d'être dangereux. Le bayésien va aussi nous permettre d'apporter de l'information a priori, comme de l'information venant d'autres décès antérieurs. Et on va aussi pouvoir mettre en place des designs adaptatifs, c'est-à-dire mettre à jour notre essai au fur et à mesure de l'essai, on va pouvoir mettre à jour nos données. Les inconvénients, c'est le choix justement du prior. Effectivement, si on met des mauvais priors, on risque d'intégrer du biais dans notre essai. Et enfin, des difficultés de compilation-estimation, même si ces dernières années, des logiciels nous permettent maintenant de mettre en place du bayésien. Alors, comment appliquer toute cette théorie, finalement, à la recherche clinique? Alors, un essai clinique bayésien, finalement, c'est un terme qui est assez général, assez large, flexible, et qui intègre des designs innovants qui vont nécessiter des méthodes bayésiennes à la fois au moment de la conception, de l'analyse, de la réalisation de l'essai. Et c'est principalement utilisé dans des designs innovants pour accélérer la recherche, pour pouvoir répondre plus rapidement et pour pouvoir inclure moins de patients dans les essais cliniques. Mais du coup, si les essais bayésiens ils présentent de tels avantages, pourquoi on n'en voit pas plus dans la littérature? Alors, c'est une bonne question et c'est une question qui a été posée d'ailleurs à un certain nombre de parties prenantes avec cette enquête qui a été publiée récemment en 2021 et qui a interrogé des laboratoires pharmaceutiques, des CRO, des décideurs. Et finalement, les principaux freins à l'utilisation, la mise en place d'essais bayésiens, il y en a plusieurs. Il y en a un premier qui était la question vraiment de difficultés techniques. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas puisque maintenant, les méthodes sont applicables avec des outils qui sont de mieux en mieux interfacés. La deuxième limite, frein, disons, à son utilisation, c'était que c'était finalement peu compris et enseigné aux décideurs au cours des formations initiales ou continues, donc un problème de familiarisation avec ces approches, un peu d'où l'objectif de ce Quesaco d'ailleurs. Et puis un troisième frein était le manque de recommandations de la part des autorités de santé dans l'évaluation de ces designs adaptatifs. Donc ça, c'est un point, effectivement. Existe-t-il des guides, des recommandations en cours et on va répondre à cette question juste après. Et une des autres limites, c'était que les autorités de santé, aujourd'hui, dans leur processus de décision, sont encore très attachées à la p-value. Et comme on l'a vu lors du dernier Quesaco, en bayésien, il n'y a plus de p-value. Alors, il y a quand même des recommandations FDA ou AMA qui sont en cours. Et puis finalement, pas si récemment que ça, puisque la première recommandation
porte sur l'utilisation des méthodes bayésiennes dans les essais cliniques pour les dispositifs médicaux. Et ça date de 2010. Il y a également, plus récemment, en 2020, la FDA a proposé un guide sur les essais innovants qui font pas mal l'utilisation des approches bayésiennes. Et également, la FDA a annoncé qu'elle continuait son programme d'élaboration des recommandations et proposera très probablement des documents mis à jour après concertation d'ici 2025. Donc, cette barrière-là devrait également être levée. Donc, tu nous as donc indiqué que les essais bayésiens pouvaient être utilisés tout au long des phases cliniques. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Eh bien, oui. L'idée est de regarder, donc, voici les différentes étapes du développement d'un produit de santé et on pourrait effectivement prendre des exemples sur chaque étape de ce développement. Alors, comme on a une petite demi-heure, je vous propose de voir 5 exemples très rapidement. Un premier exemple sur les essais de phase 1 avec la détermination de la dose, où on va voir un peu le principe en quoi le bayésien a apporté quelque chose de vraiment impactant sur le design de ces essais. Et ensuite, on verra les essais adaptatifs avec un premier exemple d'analyse de futilité et un deuxième exemple également avec un essai seamless dont vous avez probablement entendu parler puisque c'est l'essai qui a évalué l'efficacité vaccinale dans le cadre du Covid. Un des essais sur un des vaccins. Un quatrième exemple qu'on a en fait déjà vu au cours d'un précédent KESACO numéro 6, c'est les méta-analyses en réseau qui aujourd'hui sont principalement réalisées avec des approches bayésiennes. Et un dernier cas d'utilisation finalement du bayésien, c'est pour la surveillance après la commercialisation sur la vie réelle. Alors, on va commencer par la phase 1. Donc, en phase 1, un des objectifs, en particulier pour les traitements anticancéreux, c'est d'évaluer quelle est la dose qui est à la fois efficace, mais pas trop toxique. Puisque on va partir du principe ici que c'est un médicament qui a un mécanisme d'action qui entraîne plus d'efficacité, plus de toxicité, c'est-à-dire des courbes dose-toxicité et dose-efficacité qui ont a priori cette allure. Donc, il faut déterminer la dose qui entraîne une toxicité qui est acceptable et la plus grande entraînera donc la plus grande efficacité finalement. Alors, aujourd'hui, hop là, il y a différents designs qui sont utilisés pour les phases 1. Le premier, c'est le standard, c'est le 3+3. On commence à des doses très basses et 3 participants, 3 sujets, qui sont souvent des sujets sains, reçoivent le traitement à la dose la plus basse. S'il n'y a pas d'effet indésirable, on augmente la dose, etc., jusqu'à déterminer quelle est la dose maximale tolérée. Alors, ces designs ont été relativement adaptés pour essayer d'accélérer ce processus pour retrouver plus facilement, plus rapidement, donc en incluant moins de participants, la dose maximale tolérée. Et puis, finalement, il y a un design adaptatif qui est reconnu, qui prend en compte les approches bayésiennes. Et donc, c'est ce qu'on va illustrer juste maintenant. Donc, le principe, c'est de considérer, finalement, avoir un a priori sur la courbe dose-toxicité. Donc, cet a priori, il peut venir, par exemple, des résultats des essais en préclinique sur les animaux. Donc, cette courbe dose-toxicité a des paramètres et donc, on a des distributions a priori sur ces paramètres. Grâce à ces distributions a priori, qui sont peu précises, mais quand même informatives, on va déterminer la dose que va recevoir le premier patient. Ce patient est inclus, on mesure sa toxicité et on va estimer, du coup, réestimer, actualiser les paramètres de la courbe dose-toxicité. Et ainsi, ça va être une mise à jour finalement des paramètres. Et à chaque patient, chaque nouveau patient, on va pouvoir déterminer la dose suivante pour le participant
la dose reçue pour le participant suivant et à chaque fois, on mettra à jour le résultat. Donc, alors, c'est des méthodes qui s'appellent méthode de réévaluation continue, CRM. Alors là, je vous explique la version très simple. Au final, ça a été un petit peu optimisé avec des méthodes de réévaluation continue modifiées, puisque au début, on a peut-être besoin d'un peu plus d'informations que uniquement les données animales. Donc, on peut commencer par un petit 3+3 sur très peu de participants et ensuite passer sur ce processus itératif, aussi à des fins éthiques pour s'assurer que le premier participant ne reçoit pas tout de suite une dose qui pourrait être peut-être toxique si les informations issues de l'expérimentation animale n'étaient pas suffisamment précises. Parfait. Merci Louise pour ce premier exemple. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans la zone questions. On y répondra à la fin du Quesaco. Donc, si tu peux maintenant passer, je pense, au deuxième exemple sur les essais adaptatifs. Et oui, les essais adaptatifs, c'est finalement ce à quoi on pense quand on pense à des approches bayésiennes en recherche clinique. Effectivement, au cours d'un essai, il y a plusieurs façons de modifier cet essai, de l'adapter en fonction des résultats observés sur les premiers patients inclus. Tout cela de manière prospective. Ça doit être bien défini en amont dans le protocole de recherche de tout ce qu'on va s'autoriser à modifier et comment on va le faire. Donc, il peut y avoir la réévaluation de la taille de l'échantillon, il peut y avoir des règles d'arrêt pour des raisons d'efficacité, des règles d'arrêt aussi pour futilité ou de sécurité, ou alors l'enrichissement de sous-groupes qui seraient les plus susceptibles de présenter une efficacité. Et donc, au fur et à mesure, affiner les paramètres, les critères d'inclusion et exclusion dans l'essai en fonction de la réponse des premiers patients. Alors, tout ceci est possible depuis un moment, puisque même depuis 2007, l'IMA avait déjà proposé un reflection paper sur ces adaptations design avec ce pourquoi il faut faire attention, ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et c'est possible en fréquentiste et en bayésien. D'ailleurs, ce reflection paper ne mentionne pas particulièrement le bayésien. Ça, c'est possible, effectivement, mais c'est plus efficace et flexible avec les approches bayésiennes, comme on va pouvoir le voir. Et ça permet de mettre en place, finalement, des designs qui sont complexes et innovants, et par exemple, des essais seamless, sans couture, plus efficaces, et ainsi que, par exemple, des master protocoles de type les essais plateforme, les essais basket ou les essais umbrella, qui peuvent être très efficaces en bayésien. Et ce sont, par exemple, les designs qui ont été mentionnés par les méthodologistes de la Haute Autorité de Santé dans le très récent papier de BMJ, publié fin 2022. On va prendre un exemple en particulier, c'est celui de la futilité, puisque c'est un exemple qui permet de rapidement illustrer l'utilisation de la distribution prédictive dans la prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par futilité? Alors, revenons au moment du design d'un essai clinique. On a besoin de déterminer la taille de l'étude qui va nous permettre d'avoir une puissance suffisante déterminée à l'avance, sélectionnée à l'avance, à la fin de l'étude pour démontrer une différence ou une équivalence ou une non-infériorité à la fin de l'étude. Cette puissance est inconditionnelle parce qu'elle ne prend pas en compte les données de l'essai. Et souvent, on la fixe à 80%. La puissance prédictive, c'est la puissance conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour ce calcul de puissance conditionnellement aux observations déjà accumulées et qui sont résumées pour toutes les hypothèses possibles. Et ça se fait grâce au calcul de la probabilité a posteriori, c'est-à-dire d'après les résultats intermédiaires, prédictive, c'est-à-dire si on continue à inclure le nombre de patients prévus initialement, que l'effet, à la fin de l'étude, soit démontré. Alors, pour illustrer ce cas en particulier, je vous propose un exemple qui est un essai en chirurgie qui va comparer deux dispositifs médicaux. Donc, c'est des greffons en polytétrane fluoroéthylène qui sont soit liés à l'héparine, soit standards.
Et on va voir, il y a un essai clinique qui a été réalisé afin d'évaluer lequel de ces deux dispositifs était finalement le plus efficace, sachant qu'ils n'ont pas le même coût. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de l'essai, il y a eu d'autres études qui ont été publiées en parallèle et qui donnaient des résultats assez hétérogènes, donc qui mettaient en cause finalement la justification de cet essai. Il y avait probablement de plus en plus de preuves qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux traitements. Donc, ce qui a été proposé, c'est de réaliser une analyse de futilité au moment où 50% des patients étaient inclus dans l'essai, en estimant la probabilité que si on continue, on arrivera ou non à démontrer une efficacité, une différence entre ces deux traitements. Donc, le résultat est peut-être présenté ainsi. Donc, c'était le critère de jugement, il me semble que c'était un délai jusqu'à un événement. Et donc, c'est un modèle de Cox qui a permis d'estimer. Tous les modèles peuvent être faits à la fois quand ils sont bayésiens, c'est pas vraiment la question ici. Et ce qu'on peut revoir sur ce graphique-là, c'est la distribution a posteriori prédictive. Donc, si on inclut finalement l'ensemble des patients. Et le résultat est qu'ici, il y a 76% de chances qu'il n'y ait pas de bénéfice du traitement du dispositif avec héparine versus le traitement standard. C'est-à-dire qu'il ne reste que 24% de chances que l'essai permette de démontrer un bénéfice à la fin du traitement. Donc ici, l'équipe investigatrice a décidé d'arrêter l'essai puisque initialement la puissance souhaitée c'est 80% et là elle tombe à 24%, ce qui ne justifiait pas de continuer l'essai. Ce graphique, il illustre bien ce que tu viens d'expliquer, justement que 76%, il y a 76% de chances que ce ne soit pas bénéfique. Est-ce que ce type de graphique est souvent utilisé dans les articles ? Pas tant que ça, parce que finalement, c'est standard pour des approches bayésiennes. J'ai choisi cet exemple parce qu'il illustrait ainsi avec cette représentation. C'est un peu la machinerie interne aux approches bayésiennes où on calcule une aire sous une distribution, mais c'est particulièrement pertinent à des fins pédagogiques. Et d'ailleurs, ce serait peut-être bien si les auteurs les représentaient, ça permettrait aussi une meilleure compréhension de comment sont calculés ces résultats finalement. Alors, pour aller un peu plus loin, on va voir par exemple un autre essai, type d'essai, c'est les essais sans couture, seamless, qui permettent d'intégrer plusieurs phases qui sont traditionnellement réalisées séparément. Phase 1, puis phase 2, puis phase 3. Et souvent, le temps pour passer de la phase 1 à la phase 2 ou de la phase 2 à la phase 3 est plutôt long. Et pour accélérer tout cela, on peut d'emblée prévoir qu'est-ce qui va impacter des résultats de la phase 2 sur le design de la phase 3 en une seule étude confirmatoire. Donc, ça peut être phase 1, phase 2, phase 2, phase 3. Ceci permet d'optimiser le temps de développement. Et ça, on va se servir par exemple de la puissance prédictive bayésienne pour aider à ces adaptations entre la phase 2 et la phase 3 par exemple. Et le processus décisionnel est plus efficace. Tout a été défini en amont avec des seuils de décision, voilà, en dessous de telle probabilité, comment choisir entre tel bras, tel bras. Et donc, très récemment, il y a un essai qui a été réalisé et qui combine plusieurs phases, c'est l'essai du vaccin BNT 162B2 de Pfizer, un vaccin ARN messager contre le Covid, qui a été publié fin décembre 2020 et qui va combiner phase 1, phase 2 et phase 3 avec un processus itératif adaptatif avec des analyses intermédiaires pour efficacité, sécurité et futilité tout au long des différentes phases. Donc, on voit que là, il a fallu moins d'1 an entre l'apparition du Covid et la démonstration d'efficacité d'un vaccin, le papier qui démontre l'efficacité d'un vaccin, alors que ce processus, donc moins d'1 an, alors que ce processus, d'habitude, prend plusieurs années si on réalise chacune des phases.
Donc, le design adaptatif et le fait de prévoir en amont phase 1, 2, 3 dans le même protocole global a permis d'accélérer l'accès au vaccin. Alors, on peut regarder un peu les résultats de cet essai. La phase 1 a finalement évalué 2 vaccins, le BNT 162B1 et le BNT 162B2, sur 195 adultes en bonne santé. Différentes doses ont été testées et le traitement qui avait une bonne efficacité et la meilleure tolérance est celui qui a été sélectionné pour la phase 2-3. Ici, donc c'est le B2. Du coup, quel type de résultats pouvons-nous nous présenter lorsqu'on réalise des analyses bayésiennes? Alors, on peut présenter les résultats comme c'est dans l'article de Pollack et Anko les cités précédemment. Ici, ce sont les résultats de la phase 2-3 qui combinent tous les patients des phases 2 et 3, sachant que les premiers patients, les 360 premiers patients inclus après la phase 1, participants en l'occurrence, ont permis d'évaluer la réactogénicité du médicament avant de passer sur la phase 3 avec des critères d'inclusion un peu élargis. Donc, les résultats se présentent ainsi. Et ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'on a une estimation ponctuelle de l'efficacité vaccinale ainsi que son intervalle de crédibilité. Et donc ça ressemble un peu à ce qu'on connaît classiquement, où ce ne sont pas des intervalles de confiance, mais des intervalles de crédibilité. Ici, estimé sur plus de 2 fois 18 200 patients. Et l'efficacité vaccinale estimée est de 95%, avec un intervalle de crédibilité entre 90,3 et 97,6. Le plus du bayésien, en plus d'avoir permis d'avoir réalisé tout le processus de développement en moins d'1 an, c'est de calculer une probabilité a posteriori que le vaccin ait une efficacité d'au moins 30%. Donc ça, c'est, comme on l'a dit, une probabilité de H1 qui est estimée sur la distribution a posteriori. Et ici, la probabilité est supérieure à 99,99%. Et pour répondre aux attentes des autorités, on a vu qu'ils étaient intéressés par la p-value, etc. Est-ce que les auteurs ont pris en compte le risque alpha? C'est une bonne question. Et effectivement, même si finalement, il n'y a plus tellement de risque première espèce, deuxième espèce en théorie en bayésien, pour reproduire un petit peu les attentes des autorités, ici, comme je vous disais, il y a eu des analyses intermédiaires réalisées. Donc, ce qui a été proposé, c'est qu'en amont, le seuil de décision pour dire que le vaccin avait une efficacité vaccinale d'au moins 30%, au lieu de considérer par exemple 95%, qui correspondrait un peu à 5% de chance de se tromper, ici, le seuil avait été défini à que 98,6% pour compenser le fait qu'il y avait des analyses intermédiaires. Donc, au cours des différentes analyses intermédiaires, il y avait un arrêt pour efficacité si cette probabilité a posteriori, au moment de l'analyse intermédiaire, était supérieure à 99,5%. Et pour l'analyse finale, c'est 98,6%. Et ces seuils ont été déterminés par simulation afin de permettre d'obtenir un contrôle du risque alpha à 2,5 en unilatéral. Alors, un autre exemple qu'on a finalement déjà vu, comme je le disais, c'est les méta-analyses en réseau. Et ça, c'est un cas parfait finalement pour le bayésien, puisqu'on a peu de données, on a des données souvent agrégées pour les différents essais, parfois pas tant que ça d'essais. On peut mettre des a priori informatifs si on a déjà fait une méta-analyse qu'on va mettre à jour. En plus, c'est séquentiel, c'est des mises à jour régulières d'une méta-analyse, par exemple. Et ça permet de diffuser l'incertitude issue de toutes les informations qu'on veut compiler. Et puis, ces estimations en fréquentiste, elles sont possibles, mais elles ne sont pas si simples que ça si on veut intégrer, par exemple, l'hétérogénéité de l'efficacité, l'hétérogénéité entre les différents essais sur les caractéristiques des patients. Donc, pour un exemple d'application avec par exemple
une taille d'effet et des intervalles de crédibilité qui sont estimés, et le plus du bayésien, c'est-à-dire une estimation de la probabilité qu'un traitement soit, par exemple, le meilleur ou, en moyenne, meilleur que les autres, qu'un autre, qu'au moins un autre. On l'a présenté déjà au cours du Kesako numéro 6, donc que vous pouvez regarder. Et le dernier exemple, ça porte sur la surveillance post-commercialisation. Alors, on le sait moins, mais c'est pareil, un bon cas d'approche bayésienne, puisque c'est également une mise à jour des informations qui est issue des données cliniques et qu'on va vouloir actualiser avec les données qui sont issues de la vie réelle. La plupart du temps, on a l'essai clinique et puis, d'un autre côté, il y a la vie réelle. Là, ça permet de compiler toutes ces informations et c'est particulièrement pertinent lorsqu'on cherche à évaluer des événements qui sont rares et multifactoriels où toute information est bonne à prendre pour détecter ces événements. Donc là, il y a juste une question, c'est est-ce qu'on peut vraiment mélanger de la donnée d'études cliniques et de la donnée de vie réelle? Il faut que les patients soient interchangeables, la question d'échangeabilité, et c'est comme on l'avait vu, il faut que la distribution a priori soit compatible avec les données pour que ça ait du sens de l'avoir fait. Donc, il y a une application qui est pas du tout récente, c'est Dumouchel en 1999 qui a proposé ces approches bayésiennes pour aller chercher dans des grandes tables de fréquences d'événements des événements rares, et cela grâce à un modèle hiérarchique qui permet de lisser certains effets et évaluer si certains événements indésirables sont associés aux médicaments en permettant d'éviter le nombre d'associations qui seraient faussement significatives par hasard. Donc ça, c'est une des approches qui existe depuis un moment sur ce type de données. Et puis, on a plein d'autres exemples, par exemple pour la surveillance des épidémies qui peuvent se faire en approche bayésienne aussi, sur la base de... On va utiliser tout ce qu'on sait déjà pour continuer. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous recommande, il y a énormément de références là-dessus. En voici deux, en particulier celles qui proposent des applications de ces méthodes dans le cas de développement accéléré pour les maladies rares. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. On va répondre à vos questions. Hop. Ah, on a une première question du coup sur le calcul de la taille d'étude. On en a un peu parlé. Mais concrètement, comment ça se passe en bayésien? Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de le faire? Tout à fait. Alors, c'est effectivement nécessaire de réaliser des calculs de taille d'étude. Ça peut se faire soit par simulation, et ça marche tout le temps, soit ça commence à être intégré de plus en plus dans les différents logiciels de calcul de taille d'étude. Voilà, par exemple le PASS. Et par simulation, finalement, dans le cas des designs complexes, pour lesquels ça n'aurait pas été déjà adapté, c'est la solution qui fonctionne à tous les coups. Et une deuxième question sur à partir de comment choisir les seuils de probabilité à partir duquel on va stopper ou continuer une étude. Alors, ces seuils doivent être définis en amont, a priori, un peu comme le 5% qu'on se définit pour la p-value. Et là, c'est un peu la même question de pourquoi 5%. C'est un choix. Est-ce que 5% a du sens? Mais c'est vrai que souvent, on choisit par exemple, une probabilité a posteriori supérieure à 95%, qui doit être contrôlée s'il y a des analyses intermédiaires. C'est d'où le 98,6% par exemple pour l'essai Covid, qui permet d'avoir une certitude à 95% au global. Donc tout ça est réalisé en amont et si nécessaire, ajusté avec des simulations pour contrôler le risque alpha. Très bien. Alors, est-ce qu'on aurait une autre question? Moi, j'ai une question pour vous. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains Kesako, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat et on évaluera cette possibilité. C'est ça. Ou à les envoyer... Ou vous pouvez les envoyer à l'adresse info@oriana.com également. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter une excellente journée
et à la prochaine pour un futur Quesaco. Au revoir. Au revoir.